Bon, mi-septembre 2025, et l'IA qui fait pas mal jaser ces temps-ci, c'est Nano Banana. On a regardé plusieurs vidéos YouTube pour essayer de comprendre un peu mieux, puis on a utilisé Notebook LM pour nous aider à synthétiser tout ça. L'objectif aujourd'hui pour notre exploration, pour l'auditeur Philippe, c'est vraiment de décortiquer ce qui se cache derrière ce nom-là un peu fruité. Effectivement, on parle d'une technologie de Google, le nom de code c'est Nano Banana, mais plus formellement c'est Gemini 2.5 Flash Image Preview. Puis ce qui accroche le monde, c'est surtout sa capacité à éditer des images avec l'IA. Fait que notre mission, là, c'est de voir ce que les sources, les vidéos en disent, qu'est-ce que ça permet de faire, comment ça se compare, puis qu'est-ce que ça veut dire pour la création visuelle, là. Parfait, allons-y. Pour commencer, l'accès, comment on met la main dessus? Les sources parlent surtout du Google AI Studio. C'est-tu facile d'accès? Ben oui. AI Studio revient tout le temps, puis c'est souvent mentionné comme étant gratuit. Ça, c'est quand même un gros plus. Il y a d'autres mentions genre LM Arena ou le Gemini payant, mais AI Studio, ça semble vraiment être la porte d'entrée principale dans les démos qu'on a vues. OK. Puis qu'est-ce qui fait que cet outil-là est si différent selon les vidéos? On entend beaucoup parler d'une façon spéciale de modifier les images. C'est pas mal ça le cœur de l'affaire. Ce que les créateurs soulignent, la capacité de changer une image qui existe déjà, mais en gardant le contexte. Ils appellent ça l'édition conversationnelle. L'idée, c'est que tu cliques plus sur des pitons, tu jases avec l'IA par écrit pour lui dire quoi changer. Ah ouais? Donne-moi des exemples concrets tirés des sources qu'on a consultées. Elliot Pierrepuis, il monte un truc assez bluffant avec un selfie, non? Exactement. Son exemple est frappant. Il prend son selfie, puis demande à l'IA de « montre-moi fâché », après « montre-moi content ». Ensuite, il ajoute un chapeau de paille, un chien à côté de lui, puis même des lunettes de soleil sur le chien. C'est fou. Puis ça garde le reste impact, genre son visage, le fond. C'est ça qui est impressionnant. L'IA conserve les éléments importants. Ses traits, les grains de beauté qu'il a, le décor en arrière, la couleur de son chandail. La modification se fait, mais l'image de base reste cohérente. C'est cette fidélité-là qui semble vraiment marquer les esprits. Puis ça marche aussi pour des objets, c'est pas juste pour les visages? Absolument. La vidéo d'Exploria, elle, donne un bon exemple avec une photo de casque d'écoute. Une photo prise un peu vite à la maison, là. Puis juste en jasant avec l'IA, il la transforme en image pack shot. Une image de produit super pro. Ils changent la couleur du casque, ils le font flotter sur un fond uni, ils ajoutent un slogan publicitaire. Wow! Puis tout ça en gardant les petits détails du produit original. Pour le e-commerce ou le marketing de produits, c'est potentiellement très, très fort. Ça ouvre la porte à vraiment plein d'affaires, on dirait. Les sources mentionnent beaucoup le marketing, effectivement. Fusionner l'image d'un athlète, mettons Alcaraz, avec une boisson, comme Prime, pour faire une pub vite fait. Ou générer des images pour des t-shirts sur un site web juste en partant d'une photo du produit puis d'une photo de toi. Ça a l'air de simplifier des affaires qui prenaient bien du temps puis des expertises avant. C'est clair que c'est un point qui est mis de l'avant, mais les usages, ça va plus loin que juste le commerce. Les vidéos de Ludo Saline et de Labo des réseaux montrent des applications plus personnelles, modernisées puis colorisées, des vieilles photos de famille, par exemple. Ça, c'est le fun, là. Ça redonne vie à des souvenirs, mais ça garde l'esprit de la photo originale. Ah oui, c'est intéressant ça. Puis il y avait des trucs plus ludiques aussi, non? Genre transformer des gens en figurines. Oui. Labo des réseaux montre comment tu peux prendre une photo de Bart Simpson ou même du YouTuber Inoxtag puis le transformer en style figurine 3D. Ou bien générer une version Lego d'une personne, un style dessin animé. Ou même, comme le montre Ludo Saline, te voir comme si tu étais un personnage dans une sitcom des années 90. C'est un potentiel créatif assez amusant, là, mettons. Partir d'un dessin tout simple, c'est possible aussi. J'ai comme vu passer des exemples avec la Tour Eiffel. Exactement. Elliot Pierret part d'un gribouillis là, vraiment basic de la Tour Eiffel, puis demande à l'IA de le rendre réaliste, après en style pastel, puis après en photo ultra réaliste. Explorio fait une démo semblable avec un dessin de Paris. C'est l'idée de prendre une intention simple, puis de la transformer en quelque chose de beaucoup plus élaboré. Il y a même un exemple où une capture d'écran de Google Maps est utilisée pour générer une vue 3D assez convaincante de la zone. Une capacité qui me semblait vraiment intéressante, c'est de pouvoir éditer le texte dans l'image. Est-ce que ça marche bien d'après les sources? C'est une fonction qui promet beaucoup, oui. Exploria et Labo des réseaux montrent des exemples. Changer le nom sur l'enseigne d'un resto en gardant la même police d'écriture, traduire du texte sur une miniature YouTube, intégrer un logo de façon réaliste dans un décor, le potentiel est énorme.
Mais c'est aussi un point où on voit les limites de l'outil. On y reviendra tantôt. OK. Mais avant de parler des limites, il y a une des vidéos, celle de Les tutos Midjourney, qui propose une approche que j'ai trouvée intéressante. De ne pas voir Nano Banana comme un remplaçant, mais plus comme un outil qui complète d'autres affaires, comme Midjourney. Oui, c'est une perspective stratégique qui est pertinente. Midjourney, on le sait, est très fort pour générer des images vraiment artistiques, originales. Ce que la vidéo appelle le diamant brut. L'exemple du renard super stylisé ou de la sauterelle vraiment complexe, ça illustre bien cette force créative de départ. Fait que Nano Banana arriverait après ça. Pour faire quoi au juste? Ben, pour l'étape suivante, l'édition conversationnelle et puis la création de variations qui restent cohérentes. Une fois que Midjourney a créé, mettons, ce personnage ou cette scène unique, tu peux utiliser Nano Banana ou même Sora d'OpenAI qui est aussi testé dans la vidéo pour demander des angles différents, genre montre-moi le renard de dos ou fais un gros plan sur l'œil de la sauterelle ou donne une vue subjective depuis ses antennes. Puis d'après la source, ces outils-là arrivent à générer ces nouvelles vues en gardant une cohérence assez bluffante avec le style puis les détails de l'image de départ. Ce qui veut dire qu'on pourrait générer toute une série d'images fixes cohérentes, puis après? La vidéo parle d'animation, je pense. Oui, c'est la suite logique qui est présentée. Ces différentes vues, par exemple, une vue de dos puis une vue de face du même personnage, peuvent servir de point de départ et d'arrivée pour des outils d'animation par IA, comme Kling ou VO, l'outil d'animation de Google qui est aussi mentionné. En définissant l'image de début puis l'image de fin, l'outil d'animation peut générer les images entre les deux pour créer un mouvement fluide, comme une rotation de caméra autour du personnage, par exemple. C'est comme un flux de travail complet, de la génération artistique jusqu'à l'animation, en combinant les forces de différents outils. C'est fascinant comme approche combinée, ouais. Une autre fonctionnalité qui semble se démarquer, c'est la possibilité de créer ses propres outils dans AI Studio. Ça marche comment, ça? C'est ça, c'est la section Build de Google AI Studio. Plusieurs sources en parlent. Ça permettrait, sans avoir besoin de coder, juste en décrivant ce que tu veux en langage naturel, de créer tes propres petites applications personnalisées basées sur l'IA de Nano Banana. Concrètement, ça donne quoi? Les exemples sont clairs? Très clair. Elliot Pierret et Exploria montrent comment créer une petite app qui génère des posts pour les réseaux sociaux, images plus texte à partir d'une simple photo de produit. Une autre qui prend un logo, puis une description, puis qui génère des déclinaisons publicitaires pour différents formats. Un post Instagram, une affiche de métro, etc. Puis Ludo Salen, lui, il donne un exemple plus personnel avec les photos d'époque, c'est ça? Oui, exact. Il montre comment créer une application qui prend une photo de quelqu'un puis qui génère automatiquement des versions de cette personne à différentes époques, 1900, 1920, etc. Ce qui est souligné, c'est que cette capacité de créer des outils sur mesure est rendue accessible puis souvent gratuitement via AI Studio. Ça pousse la démocratisation encore plus loin. Tu n'utilises pas juste l'outil, tu peux créer tes propres outils d'édition d'images intelligents. Bon, tout ça, ça a l'air très prometteur, mais les sources parlent aussi de faiblesses. Le texte dans les images, on l'a mentionné, c'est-tu un problème récurrent? Ça semble être le point faible qui revient le plus souvent, oui. Elliot Pierret, Exploria, Labo des réseaux, tous montrent des exemples où l'IA a de la misère à générer du texte qui est lisible puis correct. Les lettres sont toutes déformées, l'orthographe est mauvaise ou le résultat est juste bizarre. C'est clairement un point à améliorer pour l'outil à ce stade-ci. D'autres limites ou problèmes qui sont ressortis dans les tests? Il y a des notions d'inconsistance des fois, l'IA qui ne comprend pas tout à fait la nuance de ce que tu te demandes ou qui produit un résultat un peu étrange qu'on appelle parfois une hallucination. Les tutos Midjourney notent aussi une certaine variabilité. Pour la même tâche, mettons Nano Banana peut réussir là où Sora échoue, puis le contraire sur une autre tâche. Il n'y a pas de garantie de succès à 100% du premier coup. Les testeurs disent souvent devoir relancer la génération, faire un rerun pour obtenir ce qu'ils veulent vraiment. Face à ces défis-là, est-ce que les créateurs des vidéos partagent des trucs, des bonnes pratiques? Oui, Ludo Salen, qui mentionne avoir été formé par Google sur l'outil, il insiste beaucoup sur la précision des instructions, des prompts. Plus t'es spécifique, mieux c'est. Il conseille aussi de décomposer les demandes qui sont complexes. Au lieu de dire « enlève le chapeau puis mets une casquette », faire 2 étapes. 1. Enlève le chapeau, tu regardes le résultat, puis 2. Ajoute une casquette rouge. Ça guide mieux l'IA, apparemment. Intéressant. Puis la langue du prompt, ça change quelque chose, anglais ou français? Ludo Salen suggère que, pour l'instant en tout cas, utiliser des prompts en anglais pourrait donner de meilleurs résultats ou plus de contrôle. C'est assez fréquent avec les modèles d'IA qui sont souvent entraînés surtout sur des données en anglais, tu sais. OK.
Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on a vu dans les sources, qu'est-ce qui ressort comme étant le changement le plus fondamental apporté par ce genre d'outil-là? Ce qui est fascinant, je trouve, c'est vraiment la démocratisation spectaculaire de capacités d'édition d'images qui étaient très avancées avant. Manipuler, recombiner, restyler des visuels avec autant de flexibilité, juste en écrivant quelques mots. Ça rend accessible à beaucoup plus de monde des techniques qui demandaient avant des logiciels compliqués puis une expertise assez pointue. Ça change la donne pour la création de contenu rapide, le marketing personnalisé, mais aussi pour l'expression personnelle, l'art. La barrière technique baisse drastiquement. C'est vrai. L'idée de jaser avec une image pour la transformer, c'est puissant. Ça nous amène à nous demander jusqu'où ça peut aller, cette fusion entre le langage puis la création visuelle. Est-ce qu'on s'en va vers un futur où la plupart des créations visuelles vont passer par une forme de dialogue avec une IA puis que ça va redéfinir complètement nos façons de travailler, nos flux créatifs? C'est une piste de réflexion qui ouvre pas mal de portes, je trouve. Voilà qui termine notre exploration en profondeur des sources sur Nano Banana, faites spécialement pour les intérêts de Philippe. On espère que cette analyse a permis d'y voir un peu plus clair sur ce nouvel outil IA. D'ailleurs, pour ceux qui suivent aussi le podcast de Philippe, on nous a glissé à l'oreille qu'il approche du cap symbolique des 1000 abonnés. Si ça vous dit de soutenir son projet, un petit abonnement serait vraiment apprécié pour l'aider à passer ce seuil. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse et à la prochaine!